Où est-ce qu'on s'en va? Mon Dieu, on a tout à faire devant nous. On a un potentiel absolument fantastique à réaliser. Et puis, mon seul problème, c'est que on le réalise très lentement, beaucoup trop lentement à mon goût. L'agriculture est pleine, mais pleine de potentiel. En tant que directrice de la TVCK, je suis très heureuse de réaliser une émission qui porte sur l'agriculture. Comme la plupart d'entre vous, ça m'interpelle et j'ai beaucoup de questions à poser à ce sujet. Qu'est-ce que nous allons faire durant cette série de 12 émissions? Nous avons la chance de collaborer avec Roméo Bouchard, qui habite au Kamouraska depuis plus de 40 ans. Né et élevé sur une ferme au Lac-Saint-Jean, il a été 20 ans agriculteur biologique à plein temps ici, au Kamouraska. Il s'est fait connaître comme défenseur des régions et des campagnes de son village de Saint-Germain et surtout comme fondateur de l'Union paysanne et auteur de nombreux ouvrages critiques sur l'agriculture. Donc, Roméo, on va co-animer cette série-là ensemble. On a tourné, disons, un peu plus d'1 an sur le territoire du Kamouraska, une des régions agricoles les plus anciennes du Québec, n'est-ce pas? Tout à fait. Je suis heureux, moi aussi, de retrouver mon ancien métier de journaliste. Et, donc, tu vas être le plus objectif possible. Je vais essayer d'être le plus objectif possible. D'ailleurs, il s'agit de faire parler essentiellement les agriculteurs, un peu de toutes les productions, de tous les modèles agricoles et aussi les intervenants agricoles, parce que l'agriculture, ça nous intéresse tous. On mange 3 fois par jour. L'agriculture est là, partout sur le territoire habité. Faire parler des agriculteurs, c'est quand même pas toujours facile parce que ce sont des gens très occupés, ce sont des gens qui, parfois, sont un peu méfiants envers les médias, qui n'ont pas toujours été gentils à leur égard. Malgré tous les efforts qu'on a faits, on n'a pas réussi à obtenir d'entrevues avec les dirigeants de l'Union des producteurs agricoles, le syndicat unique qui couvre tous les agriculteurs. Mais par contre, beaucoup des intervenants que nous interrogerons vont nous parler de l'UPA et des enjeux qui sont les leurs. Vous savez, l'agriculture a beaucoup changé depuis l'époque de nos grands-parents. À partir des années 50, on a dû moderniser les fermes pour leur permettre de nourrir les villes qui étaient en croissance rapide. Et à la fin des années 80, déjà, avec Jean Garon comme ministre, on avait atteint un niveau d'autosuffisance alimentaire d'environ 80 %. On pouvait dire que notre agriculture nous nourrissait vraiment. C'était presque la belle époque parce que les choses ont changé beaucoup depuis. Au début des années 90, après la chute du rideau de fer, sont apparues les premières ententes de libre-échange. Et là, les producteurs agricoles, de pair avec le gouvernement, ont décidé d'orienter l'agriculture plutôt vers l'exportation, vers la conquête des marchés, comme on disait à l'époque. Alors, c'est là qu'on s'est mis à favoriser les grosses fermes, la production d'exportation, l'industrie porcine qui fait beaucoup d'exportation, mais aussi les céréales, le sirop d'érable, les légumes, les canneberges. Aujourd'hui, on exporte tellement que notre taux d'autosuffisance est baissé à 30 % à peu près. 30 % seulement. Même dans les productions orientées vers nos marchés par le système de la gestion de l'offre, les grosses compagnies de transformation et les grandes chaînes d'épicerie ont forcé les agriculteurs à devenir toujours plus gros pour avoir des meilleurs prix, de sorte que les agriculteurs subissent une pression énorme qu'on peut résumer en 2 mots, grossir ou disparaître. C'est devenu comme une sorte d'obligation. Nous allons voir comment les agriculteurs vivent cette pression-là sur le terrain. Ce sera le premier problème qui nous occupera dans cette série. Si tu ne bouges pas, la marge de manœuvre s'amincit toujours.
sais, quand tu achètes tes intrants, puis tu as un plus gros volume, bien, tu as un meilleur prix, tu as des meilleurs escomptes. Tu essaies d'augmenter ta marge de profit, si on peut dire. C'est sûr que plus que tu es gros, plus que tu as un pouvoir d'achat. Mais bon, les responsabilités viennent avec. Des fois, j'avais des questions, même des gens du ministère de l'Agriculture. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Bien, moi, ma réponse, avec bien sûr une pointe d'ironie et de sourire, était « Aidez-nous pas, mais nuisez-nous pas ». Parallèlement à cette modernisation de l'agriculture officielle, à partir des années 70 est apparue une autre forme d'agriculture, par des jeunes surtout, qui refusent d'embarquer dans ce gigantisme-là des grandes fermes et qui veulent faire une agriculture plus écologique, plus proche de leur communauté, avec des marchés locaux, et qui utilisent volontiers des méthodes artisanales, bien sûr, mais avec des techniques ultra modernes et très professionnelles. Je parlais à l'aménagiste de l'UPA quand j'étais dans mes démarches de la CPTAQ, puis elle me disait il y a de plus en plus de petits projets comme le tien et de plus en plus de méga projets de 400 hectares. Puis je pense qu'il y a peut-être moins de fermes moyennes. Fait que je me dis globalement, je pense que c'est ça qui doit être en train de se passer. Là. On se polarise. Là. Alors, l'agriculture va certainement retourner en arrière. Va essayer de répéter un modèle qui était viable de par le passé. On essaie de retrouver un peu la sagesse puis les connaissances de nos anciens, les gens qui fonctionnaient sans tout le système, qui ont été autonomes puis qui ont arrivé à avoir des rendements, des super rendements. Il y a une grosse réforme à faire en agriculture, puis on est rendu là, justement, là, que là, présentement, il y a juste des méga grosses compagnies qui sont en train de prendre le contrôle de l'agriculture au Québec. C'est des grosses fermes, l'encouragement des grosses fermes qui sont aussi subventionnées en partie. Puis là, on est rendu à une réforme qu'on a plein de petits fermiers, qu'eux autres, ils travaillent pour amener des produits de qualité, puis qu'eux autres, ils sont comme mis de côté un peu, sont comme négligés, puis on s'en occupe pas à cause on dit qu'ils produisent pas tant que ça, mais si on les met tous ensemble, c'est vraiment une grosse production qu'ils font, puis ils produisent des aliments que le consommateur veut. Nous avons donc affaire à plusieurs modèles d'agriculture, en somme. Et on peut dire que l'agriculture est actuellement à la croisée des chemins. Et elle va devoir faire des choix si elle ne veut pas frapper un mur. C'est pourquoi, à travers toute la série aussi, nous interrogeons les politiques agricoles, les intervenants en agriculture qui encadrent l'agriculture, de façon à voir dans quelle direction on doit se diriger. Il va falloir qu'il y ait des choses qui changent. Puis, je ne crois pas qu'on doit diminuer ça, pas je crois pas, j'en suis sûr, les demandes environnementales pour ce qui est de l'agriculture. Là, on l'a vu, là, ça a de l'impact, au même titre que tout ce qui est des produits, on voit ça de Monsanto depuis quelques années, mais là, je dirais que c'est la pointe de l'iceberg qui sort. Là. Bayer a fait un mauvais investissement, très mauvais. Donc, il va falloir revenir sur probablement davantage d'agriculture bio, davantage d'agriculture de proximité, puis il restera toujours une agriculture industrielle parce qu'il y a de l'exportation qui se fait, puis il y a d'autres populations qui veulent avoir accès à des denrées alimentaires. Il y a un groupe de plus en plus restreint qui sont des agriculteurs établis ou de souche ou traditionnels dans les secteurs comme le lait, la production porcine, la production de céréalière, etc. Et il y a une strate entre les petits et les gros qui est en train de largement disparaître. Donc. Et il y a une partie, effectivement, qui est une fraction importante, qui ne disparaîtra pas, qui est en émergence et qui bouillonne. Donc là, on assiste effectivement à
une multiplication d'initiatives de toutes sortes. Ça se passe en ville, ça se passe en zone blanche. C'est des tentatives incroyables pour faire du maraîcher de façon différente, que d'avoir des produits du terroir spéciaux, que d'essayer de faire des recettes avec ça. Donc, il y a un engouement présentement, le maraîcher, la distribution en panier. Donc, il y a un engouement pour faire les choses différemment. C'est ce que je constate quand je rencontre les étudiants dans les écoles d'agriculture, que ce soit dans les ITA à Lévis ou ailleurs. Puis l'autre domaine, puis entre les deux, c'est ça, les gens qui sont 30 vaches, 40 vaches, ou bien ils passent à 200, ou bien ils disparaissent, ou bien ils essaient de faire autre chose. Oui, c'est vrai qu'il se produit plus de denrées agricoles, mais on est peut-être en train de vendre notre âme en faisant ça, c'est-à-dire qu'on est en train de se déposséder graduellement. Pour nous guider dans cette série sur l'agriculture, nous pensons que la meilleure référence reste le rapport Pronovo, qui a été initié par la Grande Commission sur l'avenir de l'agriculture en 2008. Donc, pourquoi, Roméo, ce choix? Bien, il faut bien le dire, le rapport Pronovo, tout le monde le reconnaît, ça demeure une des plus grandes consultations qui a été faite au Québec. Et malheureusement, même si ces recommandations ont été assez mal reçues par l'Union des producteurs agricoles et assez mal appliquées, ou pour ne pas dire pas appliquées du tout par le gouvernement, ça demeure une référence majeure. Les recommandations qui sont faites dans ce rapport-là sont encore aujourd'hui très actuelles, très applicables, très modérées, et on va s'en servir comme référence, pas comme un catéchisme ou une recette là, toute faite, mais comme une référence pour nous guider dans les interrogations que nous allons poser. Quoi de mieux pour s'en convaincre d'aller directement à la source, car nous avons eu le privilège d'être reçus par M. Jean Pronovo lui-même, quelques mois malheureusement avant son décès, et de lui demander son avis sur l'avenir de l'agriculture. Quel est votre diagnostic actuellement sur l'avenir? Où s'en va notre agriculture? Si je regarde les diagnostics qu'on a posés lorsque on a fait la commission, ces diagnostics-là valent, à mon avis, toujours. C'est pas une déclaration qui se veut égoïste. C'est un diagnostic qui se veut très réaliste. Même, je dirais que plusieurs des diagnostics qu'on a posés là-dedans sont plus urgents que jamais et demandent des actions qu'on tarde à faire et qui, à chaque jour qui passe, comment dirais-je, à chaque jour qui passe, on perd un peu de terrain, dans le fond. Quel était le point central du diagnostic que vous faisiez, justement, et qui, apparemment, n'a pas été tellement écouté? C'est que le point central, c'est que, dans le fond, on vivait une agriculture qui faisait du surplace, dans le fond. Par surplace, j'entends tout simplement une agriculture qui, dans le fond, vit de ses habitudes, si je peux m'exprimer comme ça, et qui n'a pas été capable de s'emparer des opportunités qui s'offraient à elle et qui n'a pas été capable non plus de s'attaquer aux problèmes que déjà, il y a 10 ans, on sentait venir, on voyait venir, on pouvait toucher, dans le fond, toucher du bout des doigts. Dans ce que vous aviez identifié, le modèle dominant actuellement, qu'est-ce que c'est le problème principal que vous y voyez? Si j'avais à le qualifier, je dirais tout simplement que ce qui nous nuit beaucoup, fondamentalement, c'est cette propension, ce besoin qu'on sent dans plusieurs milieux de faire de la production agricole à la façon dont on fait de la production industrielle.
Ça a l'air bizarre de dire ça comme ça, là, mais c'est vraiment, vraiment le moteur qui va pousser les gens à essayer d'être toujours plus gros, qui va les empêcher d'installer des précautions qui sont pourtant nécessaires pour protéger l'environnement. Et ainsi de suite. C'est comme un système complexe où, je vais reprendre une expression là, que j'emprunte à des économistes, où, dans le fond, l'appât du gain est un moteur omniprésent. Et ça dicte les comportements des gens, des agriculteurs, puis ça les pousse à refuser certaines choses ou à prôner d'autres choses. Comment expliquez-vous cette réticence-là au changement? Est-ce que c'est institutionnel, le problème? Est-ce que c'est au niveau des mentalités? Comment se fait-il qu'on résiste autant au changement et qu'on a résisté autant à votre rapport dans l'ensemble, même s'il y a eu certaines applications? Bon, mais je vais avancer deux perspectives, dans le fond. Une qui est plus noble, plus intellectuelle, et l'autre qui est très pratique. Celle qui est plus noble et plus intellectuelle dirait à peu près ceci: l'agriculture, c'est un milieu, c'est un secteur d'activité qui est plus conservateur. Conservateur, ça a deux sens. Premièrement, le sens habituel du terme, on n'aime pas changer des choses. Mais conservateur aussi, dans un sens un peu plus positif, c'est le patrimoine. Le patrimoine, c'est aussi une forme de conservatisme, mais c'est un conservatisme qui veut protéger les choses qui ont de la valeur pour nous, les choses qui sont identitaires pour nous, les choses importantes, dans le fond. Mais j'ai aussi des perspectives plus pragmatiques. Les dirigeants du syndicalisme agricole, si vous faites un rapport qui met en cause le monopole syndical, vont trouver ça épouvantable. Ont trouvé ça épouvantable. Dangereux. Puis ils vont combattre ça de toute leur force. On en sait quelque chose. Et ça a coloré ce danger que les agriculteurs voyaient, ou du moins que l'establishment, excusez-moi l'expression, c'est ce danger que les dirigeants voyaient, a coloré la lecture qu'ils ont faite du rapport. Mais vraiment coloré, et puis ils ont prêté au rapport toutes les maladies, dans le fond, qu'ils voyaient se greffer sur le bris du monopole syndical. Et la preuve, c'est qu'on a très peu discuté du rapport. Il y a un 30-35 de l'agriculture qui est sous gestion de l'offre, qui, elle, est en principe orientée vers le marché intérieur. Je pense que c'est 39. 39? Bon. Et le reste de l'agriculture qui se fait au Québec est très orienté vers les marchés extérieurs actuellement. Oui. Donc, on a comme deux sortes d'agriculture, là. Une qui est orientée vers le marché intérieur et l'autre qui actuellement nous échappe, là, est faite pour d'autres que nous autres. T'sais. Et c'est pour ça que le taux d'autosuffisance a énormément baissé au Québec depuis les années 80. Alors, dans ce sens-là, la diversification de l'agriculture est au cœur de la problématique. Oui, puis c'est, comment dirais-je, tout ce qui s'appelle l'exportation.
Ça fait partie, ça, des règles du jeu, d'après moi, de l'agriculture. Je ne dis pas une agriculture qui ne fait que de l'exportation. Je dis qu'on produit pour ses propres besoins, puis à un moment donné, on produit des choses que d'autres souhaitent, qui n'ont pas. C'est pas défendu de leur vendre un peu de nos produits. Mais d'abord, nourrir nous-mêmes, se nourrir de notre propre agriculture. Hein. Si vous regardez le rapport, là, je pense que la première phrase, c'est ça. La mission de l'agriculture, c'est de nourrir les Québécois. Avant de terminer cette première émission, nous vous présentons quelques extraits de l'entrevue exclusive que nous a accordée le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne. Quel est l'état de l'agriculture que vous pensez en 2019? C'est quoi l'état que vous en faites? Moi, je vois beaucoup de curiosité, beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt, mais beaucoup de volonté à réaliser des choses. Ça, c'est le premier constat que je fais. Le deuxième constat que je fais, c'est que on a une diversité au Québec pas nécessairement en volume, mais on a une diversité d'intérêts, de champs d'intérêt. Qu'est-ce que les gens veulent réaliser? Dans quoi ils veulent s'investir? Fait que je me dis, un constat à faire, c'est est-ce qu'aujourd'hui, l'environnement qu'on offre à n'importe qui veut exprimer son talent et sa passion en agriculture, est-ce qu'on offre 100 de possibilités à ce que ce talent-là puisse s'exprimer, puis cette passion-là puisse s'exprimer? Puis le constat que je fais, bien, c'est qu'il y a certainement possibilité d'offrir encore un meilleur environnement pour qu'il y ait davantage de talent et de passion qui puissent s'exprimer au Québec. Puis ça, bien, je vous dirais que c'est ça dans quoi je m'investis depuis que je suis arrivé, mais que je compte m'investir là, pour les années qui s'en viennent. Bien, les investissements que vous avez annoncés en lien avec la politique bioalimentaire, c'est quand même des investissements qui vont majoritairement à l'agriculture conventionnelle, dont une bonne partie va à l'exportation. Et la partie d'investissement qui va aller à l'agriculture de proximité, elle est quand même très limitée parce qu'au départ, ça représente 2-3 Ouais. Donc, quand même qu'on se dit on va la doubler, Ouais. ça nous mène à 4 on n'est pas rendu très loin encore. Là. Avez-vous une stratégie pour augmenter ce secteur-là de notre agriculture, qui est l'agriculture de proximité? Bien, pour laquelle il y a une demande considérable en ce moment chez les citoyens. bien, il y a une demande considérable, puis aussi, une chose qui est importante, ça remonte au rapport Pronovo. Dans le rapport Pronovo, une chose qui a été identifiée, c'est de s'assurer qu'on qu'on fasse cheminer le modèle au lieu qu'il soit centré sur l'offre, qu'il soit centré sur le besoin du consommateur. Puis au centre, au cœur de la politique bioalimentaire qui a été adoptée en 2018, au cœur de la politique, c'est le consommateur. C'est les besoins du consommateur. Le consommateur, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Il parle beaucoup d'achats locaux, il parle beaucoup de questions environnementales, il parle de circuits courts, il parle de produits de niche, il parle de différenciation. Fait que si vous me dites, est-ce que j'ai une stratégie pour ça? Je vous dirais que première des choses, vous avez un ministre qui est très sensible à ça puis qui croit à ça. Alors moi, ce que j'ai à faire, c'est que dans mon travail, c'est d'identifier qu'est-ce qui est aidant pour que ça se passe sur notre territoire, puis que ça prospère sur notre territoire, puis qu'est-ce qui constitue des défis. Puis ce qui est aidant, c'est de l'encourager. Puis ce qui constitue des défis, bien, c'est de voir aplanir ces défis-là, puis ultimement les éliminer pour faire en sorte que ce volet-là puisse prospérer à la mesure de ses capacités. Quand on parle d'investissement, M. Bouchard, c'est sûr que cette agriculture-là, on s'entend, c'est petit. Fait que vous dites, c'est petit, les moyens. Mais ultimement, c'est d'être capable d'arrimer les moyens avec les besoins. Puis dans ce qui a été annoncé, c'est sûr que les grands pans qui ont été annoncés, on s'entend, c'est bien-être animal, efficacité énergétique, robotisation, transformation alimentaire. Mais sur les 250 millions, il y a plusieurs dizaines de millions qui, au moment où on se parle, ne sont pas alloués, qui sont disponibles pour d'autres sortes d'initiatives. Fait que moi, mon travail, c'est de faire en sorte que chacun de nos milieux puisse s'exprimer puis prospérer, puis d'identifier c'est où les obstacles, puis après ça, comment je peux les aider. Puis une partie de l'aide, oui, ça vient de programmes de soutien. Écoutez, les défis qu'on a au Québec, aujourd'hui, les jeunes qui sortent des écoles d'agriculture, là, je ne veux pas comparer avec le passé. La première chose, nos écoles d'agriculture sont pleines. Ah, oui. Ils débordent.
Après ça, on a quasiment une parité, là, je ne veux pas mélanger les hommes et les femmes là-dedans, là, mais il reste qu'on a presque 50 dans nos écoles que ce sont des femmes. Après ça, on se ramasse avec une éducation, puis je ne viens pas diminuer rien de ce qui est fait dans le passé, là, mais aujourd'hui, nos jeunes qui s'intéressent à l'agriculture, nos jeunes qui sortent de nos écoles d'agriculture, en termes de connaissances, sont ailleurs. Bien, tout le milieu agricole, il faut qu'ils prennent acte de ça, puis qu'ils s'adaptent à ça. Puis, je veux dire, si on a un monopole qui est l'UPA, bien, je veux dire, dans son ADN, en quelque part, il va falloir qu'elle s'adapte à cette réalité-là, parce que c'est tout ce monde-là qui investisse l'agriculture au Québec. Puis après ça, des nouvelles pratiques, là, moi, je suis pas mal sur le terrain, puis j'en rencontre des gens. Puis la différence que je vois quand je rencontre des jeunes de la relève là, qui viennent d'entreprendre, là, leur sens des priorités, leur conscientisation, on parle de la qualité des sols, on parle d'environnement, on parle de... Ces gens-là, là, j'ai pas besoin de leur faire de discours, j'ai pas besoin, c'est les premiers qui vont me donner à manger. Fait qu'en quelque part, c'est le changement, s'il vient pas d'en haut, ultimement, le changement, il vient de la base. Puis c'est certain qu'avec toute la question du consommateur, aujourd'hui, là, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'était l'offre qui était le moteur pour tout ça. Aujourd'hui, tout ça, c'est en train de changer. Alors ça aussi, ça va apporter des changements qui vont être obligatoires. Fait que les organismes qui sont en place, qui assurent un peu l'encadrement de toute l'agriculture au Québec, par force de ce qui se passe, vont être obligés de s'adapter. À savoir si les changements vont aller à la vitesse, puis vont se manifester de la façon que tout le monde voudrait qu'ils se manifestent en même temps. Ça, je ne sais pas. Mais je sais que moi, à ma façon, au ministère, je peux vous dire une chose, je suis en poste depuis 9 mois. Puis si vous allez rencontrer les gens, les fonctionnaires, les équipes avec qui je travaille, on a beaucoup de changements qu'on amorce, qui vont dans le sens des besoins des consommateurs, qui vont dans le sens de favoriser, d'avoir davantage de produits qui vont directement aux consommateurs, qui vont dans le sens de la qualité des sols, qui vont dans le sens de la diminution de l'utilisation des pesticides, qui vont... Tous ces sujets-là, si on veut, là, c'est tous des sujets qui sont sous mon radar, puis sur lesquels, au ministère, on va travailler, puis on travaille aujourd'hui, mais ailleurs aussi dans la société. C'est en train de changer, là, Donc, c'est tout pour cette semaine. Roméo, de quoi on va parler la semaine prochaine? De la question que beaucoup d'agriculteurs se posent, grossir ou disparaître? Donc, ne manquez pas ça la semaine prochaine.